Madame la rapporteure, pour répondre à ces 5 interventions, et ensuite nous passerons aux autres demandes. Oui, pour répondre globalement aux questions, et je laisserai la parole au rapporteur, sur la question du maintien de patients en hospitalisation, alors qu'ils relèvent plutôt d'une prise en charge ambulatoire, voire médico-sociale. Vous soulevez là la question du rétablissement. À quel moment est-ce qu'on raisonne rétablissement? Dans mon avant-propos, j'ai proposé à ce que cette logique de rétablissement se fasse en amont. Dès le départ, dès qu'on accueille un patient, il faut déjà qu'on ait le réflexe de penser à tout un parcours de réinstauration, de réinsertion au cœur de la cité, et de ne pas attendre que le patient arrive à la case hospitalisation. La crise aiguë est passée et ensuite on réfléchit. Je crois qu'il faut vraiment changer de paradigme et mettre la prise en charge, la restauration au cœur de la prise en charge. Après, il y a un certain nombre de structures qu'il va falloir développer en ambulatoire, au niveau social, au niveau médico-social. Il y a aussi des conventions qu'il va falloir mettre en place pour éviter d'arriver à l'hôpital et pour que les choses soient prises bien en avance, pour éviter que la crise ne se transforme finalement en vrai handicap en l'occurrence. Donc ça, c'est pour la question du rétablissement, mais encore le changement de paradigme. La question des équipes mobiles, beaucoup d'équipes mobiles aujourd'hui en France ont arrêté de fonctionner par faute de moyens. Alors que instinctivement, intuitivement, ça répondait à des logiques dites interstitielles de la vie quotidienne, de l'aller vers. Là aussi, la psychiatrie avait une avance. Bien avant le concept d'aller vers, ça se faisait. Mais aujourd'hui, beaucoup de CMP ont du mal à effectuer des visites à domicile, où il y a des équipes de mobiles de précarité notamment celle, par exemple, sur Metz, qui a arrêté de fonctionner, faute derrière d'avoir les moyens suffisants. Donc là, il faut aussi sécuriser et pérenniser les moyens. Et quand je dis moyens, il y a des activités qui doivent être financées par dotation globale, et il y a d'autres activités qui doivent être financées autrement. Donc là aussi, il faut qu'on ait une réflexion sur les types de financement et ce qui doit être financé, notamment dans les dotations. Les PTSM, l'appui, bien sûr, l'appui de l'ARS est essentiel, mais l'ARS a un appui technique, mais la coordination, me semble-t-il, elle doit venir du terrain, et c'est un coordinateur de terrain qui doit coordonner. Il ne faut pas que ça soit pyramidal, parce que dans ces questions, dès lors que vous faites intervenir le sommet, ça fait éclater le système et ça ne fonctionne pas, ça bloque. Donc oui, en tant que facilitateur, en tant que, bien évidemment, financièrement, accompagnateur, mais la coordination, encore une fois, doit être issue d'un acteur de terrain reconnu par ses pairs, et c'est cette coordination-là qui fonctionne, et c'est comme ça que les PTSM pourront être vraiment dans leur valeur et leur fonction de gradation et de maillage du territoire. La vulnérabilité psychique, bien évidemment, c'est fondamental, cette question de la vulnérabilité qui ne se limite pas à la précarité ni la précarité financière, hein. C'est vraiment une vulnérabilité structurelle constitutionnelle, et bien sûr, qui dit vulnérabilité dit un certain nombre d'échafaudages à élaborer pour maintenir les murs, je vais dire, hors les murs. Et là, tous les professionnels, quels qu'ils soient, sont les bienvenus, y compris, ne l'oublions pas, les familles et les aidants, et les anciens patients qui peuvent devenir des pères aidants, c'est-à-dire des experts de leur propre, je dirais, parcours, pour donner de l'espoir et la réalisation et la concrétisation d'un espoir que lorsque la catastrophe arrive, il y a un après, et c'est un après, et je dirais avec des horizons, je dirais, éclaircis et ensoleillés. Donc l'importance également des pères aidants. Je laisse la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le Président.